Bonjour, je suis Samantha Lawson, professeure d'anglais au Collège François de Belforest à Saint-Martin dans le Gers. Je vous propose aujourd'hui d'exploiter ensemble un texte autobiographique en compréhension de l'écrit. Le document choisi correspond à un niveau de seconde voire de première. Il se prête à l'étude de used to, du present perfect, de wish, plus le préterite modal et le past perfect modal. On peut aussi inclure un travail sur les adverbes et les noms en ER et enfin sur l'emploi des tirés en anglais. Il s'agit d'un extrait de l'autobiographie de Saroo Brierley, A Long Way Home, un mémoire, publié en 2013. Je vous invite à scanner le QR code pour accéder au document. La séance d'écrite est organisée autour d'une série de repérages effectués par les élèves pour pouvoir répondre aux questions en WH. Tout d'abord à who et à what. Ensuite à where et à when. Et enfin à how et à why pour approfondir l'étude et pour aborder l'implicite. Ce texte est particulièrement riche et les possibles angles d'approche multiples. Pour commencer le travail, vous pouvez demander aux élèves de repérer les pronoms personnels sujets, de dire lequel est utilisé le plus fréquemment dans le texte et de trouver d'autres pronoms personnels, compléments et réfléchis, qui y sont associés. Ils vont pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un narrateur qui parle à la première personne et ils vont peut-être ajouter qu'il s'agit d'une autobiographie. Il conviendrait alors de leur demander quelle autre condition doit être remplie pour en être sûr, ce qui devrait aboutir à des productions comme The pronoun I appears very frequently in the text, 39 times. We also find me in lines 24, 25, 31 and 33, and myself in lines 30 and 33. In the text there is a first-person narrator, so the text might be an autobiography. In an autobiography, the narrator and the author must be the same person. Pour permettre aux élèves de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'une autobiographie, demandez-leur ensuite de repérer tous les noms propres dans le texte, notamment grâce à la présence de lettres majuscules. Une fois ces noms repérés, demandez-leur de les classer. Ils vont trouver des pays, des langues, des prénoms, mais aussi des adjectifs de nationalité, donc pas de nom. Demandez-leur également comment la ponctuation leur a permis d'identifier les prénoms. Le tiret qui précède les noms Camia, Godu, Kalu et Shekila à la ligne 29 est une indication que ces noms explicitent la phrase précédente « The names of the people who used to live there ». Les élèves doivent l'expliquer en anglais. Donc, India and Australia are countries mentioned in the text. Hindi, English, Indian, Western are languages and or adjectives of nationality or of place. Other words beginning with capital letters are Kamia, Gudu, Kali, Shikila. They are introduced by a dash, so the people who used to live there are the same as Kamia, Gudu, Kali and Shikila. They must be the names of Indian people. Demandez aux élèves de vous parler de l'autre nom propre qui apparaît juste après cette liste et près du pronom réfléchi déjà opéré, et de chercher d'autres occurrences de ce nom dans le texte. Il s'agit du prénom Saroo qui apparaît aux lignes 30, 34 et dans le paratexte. Ça va donner donc des choses comme in line 34, there's the name Saroo, it also appears in the paratext. The pronouns me and myself are associated with it. We can guess that the Saroo in the text is the author, Saroo Brierley. His first name sounds Indian and his surname sounds more English or Australian. Vous pouvez aussi dire aux élèves de trouver le verbe qui est répété dans le texte par le verbe be et un nom commun dans le paratexte qui pourrait y être associé. Ça va donner donc des choses comme the verb remember is repeated most often in the text in lines 8, 25 and 31. We can link it to the noun mémoire in the title. L'analyse des éléments repérés va donner une trace écrite
type, the text is written in the first person and the narrator's first name is Saroo, like the author's. We also notice that the verb remember is repeated 4 times and that part of the title of the book is a memoir, so we can guess that the text is autobiographical. The author is remembering his past and telling us about his life. Donc à la fin de cette partie du cours, les élèves auront répondu aux questions who et what. On peut maintenant passer à la deuxième partie de l'étude du document, dans laquelle on va amener les élèves à répondre aux questions where et when. Demandez quel lieu est susceptible d'être mentionné dans une autobiographie pour que les élèves trouvent le mot home et demandez-leur de repérer ensuite les occurrences de ce mot dans le texte. Reprenez les noms déjà repérés et demandez aux élèves de dire quel pays est évoqué par ce mot home à chaque fois. Pour la ligne 17, demandez aux élèves de gloser la phrase I've got a ticket home pour qu'ils trouvent I've got a ticket to go home, ce qui leur montre que le home évoqué dans cette phrase n'est clairement pas en Inde. Les élèves vont vous dire des choses comme There's a journey, a return, the narrator has made a journey back home. In line 14, once I finally found my home after years of searching. Home refers to the narrator's home in India. However, in line 17, I've got a ticket home. The word home is clearly not the building in front of him in central India. His home is referred to in line 35 too, when this was my home, but here it must mean India. This ambivalence shows us that the idea of home is quite complicated for the narrator. Il convient maintenant de faire un travail plus fouillé sur une autre occurrence du mot home, à la ligne 35. When this was my home. Faites repérer le pronom démonstratif et le temps associé au mot home et demandez aux élèves d'expliquer le choix de pronoms et de temps. Ce qui donnera des énoncés tels This is the building in India described in paragraph 4. The narrator is in India, he's talking about the house just in front of him. He uses a simple past because it was his home in the past. It used to be his home. Ensuite, demandez aux élèves de regarder de plus près le début du texte et de trouver 2 verbes qui sont répétés, de repérer les signes de ponctuation déjà travaillés et d'identifier les temps des verbes repérés. Une réflexion autour de ces éléments va leur permettre de mieux cerner la situation. Ils vont trouver à la ligne 4 Here I am, standing, et à la ligne 7, The last time I stood here, et ensuite à la ligne 2, Growing up, et à la ligne 6, The place I grew up, qui apparaît entre tirés et qui est clairement donc une équivalence de A small dusty town in central India. Ce travail va confirmer l'idée d'un double chez-soi du narrateur, ou l'idée de 2 homes qui apparaît clairement dans le texte. Encouragez les élèves à utiliser l'expression du passé révolu used to et de résumer ce qu'ils ont compris grâce au repérage, ce qui va donner quelque chose comme Taking into account the punctuation and the tense, we know the narrator is from India. He grew up in central India. He's back in his hometown. He is standing in front of his former home. Now it seems tiny to him, whereas it used not to. He used to live here when he was small. Demandez ensuite aux élèves de repérer les nombres entre les lignes 1 à 19 et demandez-leur How can you relate these numbers to one another? Do some maths. Demandez-leur de repérer également les références au temps, years. Ils vont trouver donc After years of searching, ligne 14, All those years ago, ligne 18. Ce qui va leur permettre de produire des choses comme The references to time and the author's age show a long time has passed. The narrator's different perception now of his home then also shows how he has grown up. La trace écrite élaborée avec les élèves va tout d'abord souligner le passé révolu avec l'encre de used to plus la base verbale, pour ensuite expliquer les liens entre les événements passés et présents, et inclura donc tout naturellement des exemples du present perfect qui conviendra d'analyser avec les élèves. Donc on peut avoir quelque chose comme The narrator used to live in India but left when he was 5 years old.
He is struck by how tiny and dilapidated his former home seems now. It used to be home to him, but now he sees it through an adult's eyes. Donc la PRL, ça va porter sur l'emploi du used to pour décrire le passé révolu et qui marque la rupture avec le présent. Ensuite, now he is 30 and he has come back to India. It has been 25 years since he left India. He's been thinking about coming back to India for 25 years. He has finally achieved his goal and he is standing in front of his former home. Et ici, la PRL, si vous demandez aux élèves de repérer le temps de l'auxiliaire, la forme verbale et l'aspect, ils vont voir donc le présent perfect simple et continu, et ils vont pouvoir identifier une activité qui a commencé par le passé qui continue, et en même temps, avec le même temps, mais la forme simple, une action passée, mais on se focalise sur les conséquences dans le présent de cette action passée. Revenez ensuite brièvement sur le verbe répété qui a déjà été repéré, to grow up, et attirer l'attention des élèves sur l'ambiguïté de cette partie du texte. We said the narrator grew up in India, but what about line 2, growing up half a world away? How can he have grown up in India and grown up half a world away? Et puis demander où est ce pays qui est half a world away. Vous pouvez le rappeler, les noms propres qu'ils ont repérés au début de l'activité, et ils vont vous suggérer, on espère, l'Australie. L'activité de repérage suivante concerne les mots faisant référence à la famille. Donc vous pouvez demander aux élèves « Highlight the words referring to family ». Ils vont trouver « family »,« mother »,« brothers »,« sister » dans le deuxième paragraphe, « family » à la ligne 11 et 14 et « mum » à la ligne 31. Faire opérer l'adjectif associé à la famille dans le deuxième paragraphe et demander aux élèves « How can you have a new family ?» Ensuite, regardez le paragraphe 8. Quel pays est associé à quel membre de la famille ici? Donc, on trouve mum and Australia. Et demander aux élèves « Do you think the mother in paragraph 2 and the mum in paragraph 8 are the same person? What's the difference between mother and mum ?» Il convient maintenant de demander aux élèves d'expliquer la déduction à partir des chiffres et de ces mots qui font référence à la famille. Ce qui peut donner quelque chose comme « The mother in line 4 and mum in line 31 can't be the same person. The narrator hasn't seen his mother for years, but he saw mum in Australia before he left on his journey to India. He must have two mothers, one Indian and one Australian. He must have been adopted. He might have been taken into care. Ensuite, pour l'analyse plus poussée de la différence entre mother et mum, l'un avec une lettre majuscule, mum. The word mother underlines the relationship or function, whereas mum with a capital letter is the affectionate name you use to talk to or about your mother. Perhaps the narrator is closer to his Australian mother. That would be logical if he lived with her between the age of 5 and adulthood. On s'attaque maintenant à ce qui est vraiment au cœur de l'extrait, à savoir les paragraphes 5 et 6. Le pronom démonstratif au début du paragraphe 5 fonctionne comme une charnière. Faites remarquer aux élèves que le cinquième paragraphe commence par le mot « this » encore, et rappelez le travail fait sur l'analyse du pronom démonstratif. Demandez aux élèves d'expliquer à quoi le pronom « this » renvoie ici. Et aidez-les en leur faisant remarquer le tiret, oui, encore un, qui suit, et en demandant « What does he say to himself at this point ?» pour appeler une réponse type. This is my worst fear refers to what follows the dash. He is afraid that his family won't be there. Ensuite, vous pouvez demander aux élèves can you link this back to the beginning of the text pour appeler une réponse type. This in line 13 also links back to the first line of the text. They've gone. The narrator hopes to find his Indian family living in the same house as 25 years ago, but they've moved away.
Reprenez ensuite les repérages des mots renvoyant au temps dans ces deux paragraphes centraux, de la ligne 13 à la ligne 19. Years, all those years ago, les références au passé. Les élèves ont relevé aussi, je pense, le mot time. Il faudrait leur demander le sens du mot ici. Ils vont dire time means for here, not for the first time, this time. The narrator has been in the same situation twice. He is comparing the past and the present. He is afraid and he has already had this horrible experience. This time he is 30 and last time he was 5. Demandez aux élèves de résumer ce qu'ils ont découvert pour l'élaboration de la trace écrite. So, can you sum up? Ce qui donnera une trace écrite type The narrator must have gone to live in Australia when he was 5. He was separated from his mother and siblings. He might have been adopted by an Australian family. Now, after 25 years, he has come back to India in order to try to find his Indian family. However, there is nobody living in the house in India. His Indian family has moved away. They've gone. La PRL peut être brève ici, puisqu'elle reprendra un emploi du present perfect simple déjà mentionné et se faire en anglais, ce qui donnera Here the present perfect designates past actions, but the focus is on their consequences in the present. The narrator's family left, but what is important to the narrator is that he can't see them now and doesn't know how to get in touch with them again. On peut encore pousser l'analyse de ces paragraphes charnières pour aller vers l'implicite et répondre aux questions how et why. On va aborder les sentiments du narrateur concernant son passé et sa situation présente grâce au repérage et à l'analyse des éléments repérés. Vous pouvez poser la question How does the narrator author convey his feelings then and now? Et demander aux élèves de regarder de près la ponctuation. Ils vont pouvoir vous dire donc When the narrator was a little boy, he got lost and found himself on a railway platform. He was so frightened that it was hard for him to breathe, or he was so frightened that he could hardly breathe. Now he feels the same despite being older. The dash shows us that the description that follows explains exactly how he felt then and how he feels now. It's hard to breathe, my mind is racing, and I wish I could change the past. Faites formuler ensuite par les élèves les similitudes et les différences entre la situation passée et présente du narrateur pour faire ressortir les idées de traumatisme, d'impuissance et de regret. He feels as confused and helpless now as he did when he was 5. However, this time he is not only older, but he's got money and a ticket. This implies that when he was 5, he was on the railway platform without his family, without a ticket, and without any money. This shows us just how awful the situation was for the young narrator. Pouvez demander la confirmation dans la dernière ligne du paragraphe I wish I could change the past. He expresses his regret. Demandez ensuite une reformulation pour faire comprendre le mécanisme du prétérit modal et la comparaison entre la réalité et les souhaits ou les regrets. Par exemple, the narrator knows he can't change the past, et ça donne he wishes he could change the past. Donc can au présent, le modal au présent passe au prétérit could pour exprimer le regret. Dans la trace écrite, les élèves vont donc analyser les sentiments du narrateur et on va pouvoir travailler l'emploi du prétérit modal et du past perfect modal après le verbe wish. The narrator knows he can't change the past. He says he wishes he could. He lost touch with his Indian family when he was 5. He wishes he hadn't lost touch with his Indian family. Although he is 30 now, he feels as helpless as a 5-year-old child. He wishes he didn't feel so powerless. He can't master the situation. He wishes he could master the situation, if only he could. In this paragraph, the narrator shows us that all his feelings of fear and abandonment have come back. He is still traumatized by what happened to him when he was 5, and that's why he is in such a state now. Vous pouvez ensuite procéder à l'analyse de la langue, l'emploi du prétérit et du past perfect après wish,
et expliquer qu'on décale d'un grand vers le passé pour exprimer un irréel. Vous pouvez éventuellement comparer avec le français je ne suis pas toi, mais si j'étais toi. Et on peut aussi faire ressortir le système qui inverse l'affirmation et la négation. Pour clore la dernière partie de l'analyse permettant aux élèves de répondre aux questions how et why, il convient maintenant de se pencher sur le paragraphe 7 et la suite du texte. Comment l'auteur-narrateur nous fait-il comprendre la complexité de la situation et les contradictions qui l'habitent? Procéder à l'étude de la fonction de la voisine qui apparaît à la ligne 20 et faites repérer le pronom personnel qui apparaît au milieu du texte et dans les 3 derniers paragraphes, she, demandez aux élèves à qui ce pronom renvoie. She, which refers to the neighbor, the young woman, in line 20. Ensuite, procédez au repérage du suffixe récurrent dans le paragraphe 7, ce qui va permettre un travail sur les adverbes. Les élèves vont trouver understandably, probably, carefully, obviously, barely, et vous lui demandez l'adjectif à la racine du mot, understandable, probable, careful, obvious, bare, et vous faites relever le suffixe ly qui est utilisé pour former des adverbes. He can understand that she's curious. It's understandable. She is understandably curious. He thinks that it is probable that his clothes look too new. They are probably too new. He has taken care to style his hair. He has been careful styling his hair. It is carefully styled. It is obvious or clear that the narrator is an outsider. He is obviously, clearly an outsider. Faites réfléchir ensuite les élèves sur la fonction de ces adverbes. Adverbs are used in paragraph 7, lines 20 to 30, to describe the way the woman and the narrator observe each other and how the narrator looks. Demandez ensuite what does the woman deduce from her observations et demandez aux élèves de repérer la ponctuation et les adverbes pour les aider à répondre aux questions. The adverbs understandably and obviously show us that the narrator understands the woman's curiosity and that to her it is clear that he is foreign. The dash in line 23 shows that after observing the narrator, the woman deduces that he is foreign. His physical appearance is Indian, but his clothes are Western. He is an Indian, and yet he's not completely. C'est le moment d'amener une réflexion sur le vocabulaire et la dérivation. Les lignes 20 à 25 se prêtent à une étude de la formation des noms ER à partir d'un adverbe ou d'un adjectif. Vous pouvez demander aux élèves d'identifier la nature des mots qui suivent le tiré. La présence de l'article indéfini leur indiquera tout de suite qu'il s'agit de substantifs. Ils connaissent l'adverbe outside et l'adjectif foreign déjà. Ils pourraient ensuite trouver le substantif westerner à partir de l'adjectif western. Donc, ils vont dire they are nouns. There's the presence of the indefinite article in front of them. Outsider est construit à partir d'un adverbe plus la terminaison ER. He is someone from outside. He is excluded from his native country. He is a stranger, donc adjectif plus ER, or foreigner, adjectif plus ER. He comes from a foreign country now. He doesn't belong anymore. He is dressed in Western clothes, so he looks like a Westerner, donc adjectif plus ER, and not like an Indian because of his clothes. Il convient maintenant d'élargir l'étude des substantifs se terminant en ER, qui désignent une personne selon leur activité ou leurs origines, pour inclure ceux qui se forment avec un verbe plus ER ou un nom plus ER, comme les exemples qui sont montrés dans le tableau. Après cette phase d'enrichissement du vocabulaire, on peut reprendre le travail sur les observations de la voisine concernant le narrateur. Revenez sur le repérage des langues mentionnées dans le texte pour compléter l'analyse de l'ambivalence de la nature du narrateur aux yeux de la voisine. So let's come back to the places and languages that you found in the text. What were they? Remind me. India, Indian, Western, Hindi, English, Australia. What do you know about the countries mentioned and the languages spoken there?
Les élèves vont pouvoir vous dire, in India they speak Hindi and English, in Australia they speak English. So tell me more about what the neighbour observes. The narrator can speak English, but he can't speak or understand Hindi properly. Demandez ensuite aux élèves d'élaborer avec vous une trace écrite qui reprendra les éléments repérés et les analyses effectuées. Par exemple, adverbs are used in paragraph 7, lines 20 to 30, to describe the way the woman and the narrator observe each other and how the narrator looks. In the woman's eyes, or in the neighbour's eyes, the narrator is clearly a foreigner. His hair and skin colour mean he looks Indian, but his clothes and his hairstyle make him look like a Westerner. What's more, he can't speak or understand Hindi properly. Or he can barely speak or understand Hindi, pour réutiliser un adverbe. The narrator wishes he could still speak Hindi, but he hasn't spoken it for 25 years. He speaks English now because he has been living in Australia for 25 years, so although he is Indian, he looks and sounds like a foreigner. La trace écrite reprend, comme vous l'aurez remarqué, sans doute, le prétérit modal et le present perfect simple et continu. Les derniers repérages effectués par les élèves vont nous permettre de cerner la fonction du personnage de la voisine dans le récit. Donc d'abord l'activité de repérage. Pick out words referring to children and adults from line 30 onwards. La réponse, donc, the woman, a child, a little boy, a little girl, this woman. Il faut encourager les élèves à trouver à qui ils renvoient, évidemment. Après, vous pouvez poser la question, what link between the two characters do the words you've just picked out suggest? The neighbour is the only other person apart from the narrator who could have been in that place 25 years ago and now. Demandez ensuite how much of the text is about this woman. La réponse est environ la moitié du texte, donc about half of it. And why is she so important? The grown-up narrator hopes that the woman was already a neighbour when she was a little girl. He hopes she will recognise the photos of him as a child or as a little boy, and if she does, she will be able to help him find his original family. She will provide a precious link to his past. She is also important because, although she doesn't know him, she perceives his double or his ambiguous nature. Enfin, la dernière trace écrite va résumer de façon succincte les analyses effectuées tout au long de la séance ou des séances. Pensez à réutiliser les tirets, signe de ponctuation qui a été repéré et analysé à plusieurs reprises, et des adverbes. Donc demandez aux élèves, think about what we have found. We've noticed a lot of dual aspects in the text, so can you sum up what information we've learned about the narrator, his feelings and his struggle? La trace écrite. The narrator is obviously split or torn between two places, Australia and India, two periods or eras, when he was a child and now he is an adult, two families, his Indian family and his Australian one, two cultures, two languages, in short, two identities. He is full of contradictions and he is trying to reconcile past and present. He is on a journey to find and understand himself, which is perhaps one of the reasons people write autobiographies. Résumons donc les étapes qui ont marqué ce travail sur la compréhension écrite. Les élèves ont été amenés à repérer des éléments, à les analyser et à les mettre en relation pour ensuite formuler à l'oral puis à l'écrit leurs analyses. Au cours des séances, les élèves auront mobilisé non seulement les structures et le vocabulaire qui figurent dans le document, mais ils auront aussi manié d'autres éléments, le lexique et les nouvelles structures dont ils ont eu besoin pour évoquer le sens du texte et en débattre. C'est là où l'analyse du document par le professeur en amont est cruciale. En préparant un document, pensez toujours à vous demander de quelle structure et de quel vocabulaire auront besoin les élèves pour pouvoir rendre compte de ce qu'ils ont compris. Un travail dans ce sens vous permettra de munir vos élèves d'outils et de stratégies transférables pour aborder d'autres documents. Je vous retrouve dans un mois pour un autre épisode de Reception, How May I Help You?